Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 76e épisode de Finances fondamentales. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire la synthèse du livre de Vicky Payeur qui a été écrit en 2022 qui s'intitule « Faire plus avec moins ». Avant de faire la synthèse du livre, avertissement, les informations que je communique dans le podcast sont dans un but strictement éducatif et sont teintées par ma subjectivité. Ces informations-là ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou fiscaux agréés. Je t'invite à consulter une personne professionnelle pour des conseils spécifiques à ta situation, puisque je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. En introduction, Vicky Payeur, c'est la créatrice du blog Vivre avec moins. Elle a lu beaucoup de livres sur la richesse, mais elle trouvait qu'il restait une question sans réponse. Comment vivre la frugalité au quotidien? Elle dit qu'elle était une surconsommatrice en 2015 et qu'elle a décidé alors de faire un virage à 180 degrés. Elle était endettée, elle a commencé par rembourser ses dettes et elle a pris goût à vivre finalement plus modestement. Elle fait une nuance entre être avare et être frugale. Elle dit qu'être avare, son but c'est d'accumuler de l'argent juste pour en accumuler, alors qu'être frugale, l'argent devient un moyen, un outil parmi d'autres pour atteindre un objectif qui va dépasser la simple accumulation de richesses. Elle dit qu'on est devenu des robots en mode automatique. On travaille, on gagne de l'argent, on la dépense et on recommence et on achète en plus des objets qui deviennent rapidement délaissés. Elle dit qu'il y a certaines des astuces qu'elle va vous donner qui vont vous sembler extrêmes. Et là, j'ai marqué oui, je vais en reparler à la fin. Mais pour atteindre des objectifs ambitieux, elle dit qu'on doit aller contre la masse. Donc, premier élément de synthèse, c'est analyser sa situation. Elle dit qu'il y a 34% des travailleurs du Québec qui vivent d'un chèque à l'autre et 39% épargnent 5% ou moins de leurs revenus. Elle dit que c'est important de prendre conscience de votre réalité avant de commencer une démarche frugale pour voir où vous devez mettre vos efforts. Donc le premier point est assez simple, il finit comme ça, c'est de se poser la question qui suit, où va mon argent? Et pour ça, ça prend un budget et c'est le point de départ pour réussir à épargner. Deuxième élément clé, c'est les dépenses quotidiennes. Donc, elle dit que si on veut améliorer sa vie financière, il faut arrêter de jouer la victime en se disant que c'est impossible et que notre situation est plus difficile que les autres. Ici, entre parenthèses, je m'étais mis « Amen ». Je suis totalement d'accord avec cette affirmation-là, qu'il y en a certains qui pensent que leur situation est plus difficile que les autres. Il y en a que c'est vrai, mais il y en a qui pensent hey, « c'est impossible que j'épargne, l'épicerie coûte trop cher, la maison coûte trop cher, elle coûte trop cher pour tout le monde ». Puis il y en a qui réussissent quand même à épargner certains montants. Elle dit en effet que la situation dans laquelle vous vous trouvez est la plupart du temps l'addition des choix que vous avez faits dans le passé qui influencent votre mode de vie et votre consommation actuelle également. Elle dit que c'est important de voir si les choix justement du passé vous rendent toujours heureux et si c'est pas le cas, d'y remédier avec les stratégies qu'on va voir plus loin au point 5. Elle dit que ces choix-là sont subtils et sont faits au quotidien, mais qui vont influencer directement le budget nécessaire mensuellement. Elle donne l'exemple notamment de quelqu'un en ville versus quelqu'un en banlieue qui, lui, peut aller travailler à pied s'il est en ville. Le prix des maisons n'est pas le même. Les repas au resto sont pas les mêmes. L'assurance auto, si tu vis en banlieue, l'essence. Donc, elle dit bien sûr que le budget nécessaire va être différent pour les dépenses essentielles selon où vous habitez, votre situation familiale, votre contexte, etc. Elle dit qu'il y a certains postes de dépenses à repenser, peu importe où on se trouve. D'abord, les déplacements, le transport. Elle dit que ça coûte 11 000 $ en moyenne par année pour utiliser une voiture au Québec. 11 000 $. Elle dit que c'est possible d'utiliser le transport en commun, le vélo, ou même marcher à pied ou courir pour aller à votre travail. Bref, selon où vous travaillez, c'est même possible d'utiliser Uber au besoin. Elle dit qu'il faut réfléchir ce poste de dépense-là. Évidemment, il y a certaines personnes qui ont besoin d'une voiture plus que d'autres, mais elle nous questionne, est-ce que votre famille compte 2 voitures ou plus? Est-ce que ça serait envisageable de vivre à une voiture ou avoir une voiture de moins si vous en avez 3? Elle dit que si vous réussissez à faire ça, vous auriez presque 11 000 de plus par année dans votre poche. Ça fait presque 100 000 $ après 9 ans.
Deuxième poste de dépense à repenser, c'est l'hypothèque. Donc, avant, on était 12 dans une maison de 4 chambres. Maintenant, on a encore 4 chambres, mais avec une maison 2 fois plus grosse, puis on est juste 4 à habiter dans la maison. Les espaces dans nos maisons sont souvent vides. Pourquoi payer pour quelque chose qu'on n'utilise pas? C'est ce que l'auteur se demande. Elle suggère de garder les dépenses des loyers sous 30% de notre revenu net, idéalement sous 20% de notre revenu net. Je dois avouer que dans mon cas, j'ai pas fait le calcul précis à quoi j'arrive avec les dépenses de loyer tout inclus, mais avec des chiffrons, je pense que je suis en bas de 20%, peut-être autour de 15%, et c'est ce qui me permet à chaque année dans les bilans que je vous montre de réussir à dégager quand même une épargne intéressante à chacun de ces bilans-là. Donc, j'ai acheté ma maison, bien sûr, en 2018 avec mon salaire d'étudiant, donc c'était dans mes moyens, et depuis, mon salaire a augmenté, puis notre rythme de vie a augmenté un peu, bien sûr, mais l'hypothèque, elle, reste la même. Vous, si vous faites le calcul, qu'est-ce que ça représente la maison avec l'électricité, les taxes municipales et tout ça? Quel est le pourcentage de votre revenu net que ça représente? C'est-tu en bas de 20%, en bas de 30% ou au-dessus de 30%? Ça pourrait vous permettre de réfléchir à vos postes de dépenses. Et le troisième poste qu'elle suggère, c'est le resto. Elle dit qu'il y a seulement 8% de la population qui ne va pas au resto chaque mois. Je suis coupable, mais dans mon cas, c'est pas des grosses factures. Souvent, je vais au Subway 2-3 fois par mois avec mes filles quand leur mère travaille à l'extérieur la fin de semaine. L'auteur dit que ce sont des réflexes de bouffe qui l'ont notamment endettée, elle. Elle prenait un sandwich dans un fast-food le matin puis elle dînait tous les midis au resto. Je vois personnellement des étudiants dans mes cours qui n'ont jamais de lunch à l'université, puis après ça chiale que leur stage est à 20 km de chez eux puis qu'ils doivent payer le gaz pour y aller. C'est des choix de vie. Donc, les 3 principaux postes budgétaires qu'elle remet en question, les déplacements, le transport, l'habitation et la bouffe, donc les restos, et elle donne des trucs plus loin pour diminuer ces coûts-là au point 5. Troisième élément de synthèse, c'est changer à son rythme. Donc, elle dit que ce qui va vous différencier des autres dans la frugalité, c'est votre capacité à ouvrir votre esprit pour adopter les changements que vous faites dans votre vie. Elle propose quelques attitudes à adopter. La première, c'est d'accepter de progresser à son rythme et je fais le lien avec le livre Atomic Habits dans l'épisode 31 que je vous ai résumé. Elle donne l'exemple qu'elle achetait justement une pâtisserie chaque jour 1$. Au lieu d'éliminer cette stratégie, cette consommation-là, elle a plutôt acheté une boîte de beignes à 6$ à l'épicerie pour 1,50$. Avec le temps, elle a tout simplement réussi à retirer cet article-là de son panier d'épicerie. C'est rien de majeur ici, mais ça montre que d'y aller à son rythme et de trouver des solutions qui fonctionnent pour soi, ça fonctionne. Donc, au lieu de tout simplement éliminer sa dépense de 1$ par jour, elle a remplacé, au lieu que ça coûte 5$ par semaine, ça coûtait 1,50$ et finalement, ça coûte maintenant 0$. Et elle dit elle-même de ne pas appliquer toutes les stratégies que je vais vous présenter au point 5. Des fois, son épicerie lui coûte 30$, des fois 50$. Elle dit qu'il ne faut pas virer fou avec ça chaque semaine pendant toute notre vie. Il faut penser à son bien-être et sa santé physique et mentale, mais parfois, il faut aussi se donner un coup pour sortir de la merde et il faut accepter de le faire. Elle suggère ensuite comme attitude de chercher l'inspiration, donc de poser des questions aux gens autour de nous qui semblent réussir à épargner tout en faisant ce qui les rend heureux. Et ça, c'est important. Il y a un certain tabou, des fois une gêne de poser des questions à des gens qui semblent réussir à faire ce qu'on veut faire, surtout au niveau financier, et les gens n'osent pas poser cette question-là. Et ça, je le vois avec des chums autour de moi qui savent maintenant que je fais le podcast et que je réussis à dégager certains montants. Et quand ils me le demandent, c'est un soulagement après de dire, ben là, la conversation à part après, mais la première question à me poser n'est pas toujours évidente, on dirait. Troisième attitude à adopter sur elle, c'est persévérer. Donc, elle dit qu'en 2015-2016, elle a arrêté de surconsommer puis elle a fait un ménage dans son budget. Et c'est seulement en 2018 qu'elle réussissait maintenant à épargner des petites sommes, qu'elle avait plus de dettes à payer. Et en 2019, elle a réussi à avoir un bon fonds d'urgence et à épargner de plus grosses sommes chaque mois, presque 1 000$ par mois. Et elle a réussi alors à quitter son travail pour vivre de ses passions. Quand elle a changé d'emploi, au début, ça n'a pas été si facile, mais après 1 an, 2 ans, elle a réussi finalement à acheter un immeuble locatif avec son conjoint. Donc, ça montre que son aventure a commencé en 2015 et c'est seulement en 2021 qu'elle peut dire qu'elle est confortable maintenant financièrement. Donc, c'est quand même un parcours de 5-6 ans. Donc, il faut voir ça progressivement et surtout persévérer.
Elle souligne que chaque jour, on va faire des choix qui impactent notre futur. Donc, vous avez fait des choix dans le passé qui impactent votre situation actuelle. Vous en faites maintenant qui vont impacter votre situation dans le futur. Ce qu'il faut faire, c'est des petites actions tous les jours pour atteindre nos objectifs parce que personne d'autre va le faire pour vous. Le chemin le plus facile pour atteindre la liberté financière, selon l'auteur, c'est la frugalité. Elle dit qu'en effet, faire fructifier son argent, c'est important, mais ça sert à rien si on ne réussit pas à libérer des sommes intéressantes un jour. Donc, c'est bien intéressant finalement de faire 300 000 $ par année, mais si tu dépenses 300 000 $, il t'en reste pas plus dans les poches. Quatrième élément de synthèse, c'est n'en parler à personne. Elle dit que vous n'êtes pas obligé de parler de vos nouvelles habitudes frugales à votre entourage. Il y a très peu de personnes qui vont le remarquer habituellement. Et ça entraîne souvent le jugement des autres. Il faut être à l'aise de voir ce qu'on partage ou non avec notre entourage parce que ça peut apporter un lot de négativité. Elle donne l'exemple de jalousie autour d'elle quand elle réussit à épargner fortement. Elle a dit que même si on met des efforts pour réussir à épargner, les gens voient juste les chiffres. Elle a donc arrêté tout simplement d'en parler à son entourage parce que ça apportait plus de négatif que de positif. Et ça, je dois dire que je le ressens aussi. Donc, j'adore parler d'argent dans des soupers d'amis, des rencontres de famille, etc. Mais je le fais jamais sans que ce soit quelqu'un qui me pose la question. Donc, j'amène jamais le sujet de l'argent. Et quand je sens que c'est seulement une ou deux personnes qui sont intéressées dans la soirée, dans un souper qu'on est, mettons, 4 couples d'amis, qu'on est 8, puis il y a juste un ou deux de mes amis qui sont intéressés à en parler, bien souvent, je vais répondre assez promptement à leurs questions, à la discussion, puis j'essaie ensuite de renvoyer la discussion vers un autre sujet parce que souvent, ça va... il y a des gens qui sont vraiment pas intéressés de parler de ça parce qu'ils ont un malaise, puis ils vont se sentir comme exclus de cette conversation-là. Donc, je peux comprendre que quand on parle de frugalité, ça peut être la même chose. Les gens vont se sentir coupables, eux, de pas être capables de le faire et vont donc essayer de convaincre l'autre personne que c'est pas une bonne façon de vivre sa vie ou d'épargner, par exemple. Donc, notre société prône vraiment la reconnaissance sociale dans nos échanges et nos achats. Donc, ça, c'est l'auteur qui le dit, là, j'ai quitté ma parenthèse. Elle dit qu'on veut être aimé des autres, donc on consomme souvent des produits matériels pour réussir à être aimé, remarqué, accepté des autres. Avec les années, elle a appris qu'en dire moins à son entourage, c'est souvent mieux. Et la morale, c'est continuer d'avancer malgré ce que les autres peuvent penser. Il faut ignorer les commentaires externes en visualisant vos objectifs et votre vie future. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben c'est qu'elle offre des FNB indiciels comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. Comme vous le savez, j'utilise l'infolette d'InfoBref depuis près de 2 ans, mais je suis aussi un maniaque des podcasts. Donc, je vais vous dire que je n'étais pas malheureux de découvrir le balado d'InfoBref qui résume chaque matin, en format audio, l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Pour moi, c'est l'idéal afin d'être au fait de l'actualité pendant que je fais mon jogging matinal ou que je fais la vaisselle le soir. Donc, faites comme moi et abonnez-vous au balado d'InfoBref en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Le cinquième élément clé et le dernier pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est les stratégies de frugalité proposées par l'auteur. Elle sépare ces stratégies-là en 6 catégories, soit avant, donc s'inspirer des gens qui ont été là avant nous, l'alimentation, le logement, les loisirs, l'apparence et la famille. Donc, la première catégorie, avant, ce qu'elle dit, c'est de prendre exemple sur les générations qui nous ont précédés. Tout ce qui était en bois, ça nourrissait le feu un jour ou l'autre. Les vêtements étaient transformés, rapiécés, revalorisés. Aujourd'hui, on se donne même plus la peine, elle dit, de coudre un bouton ou de réparer un trou dans un bas. Elle dit, c'est étrange, la vie est plus facile qu'autrefois
et au passage, on a oublié l'art de vivre frugalement. Elle dit qu'on prend plus la peine de chérir et de réparer les objets qu'on reçoit, on les relègue aux oubliettes à rapido et on les jette et on passe au suivant. Elle dit que les avancées techno nous permettent un confort qu'on n'a jamais vécu, donc sans précédent, sur les générations qui étaient là avant nous, en travaillant en plus moins qu'eux, mais qu'on fait quoi avec ce temps-là qu'on a de libre? Ben, on fait rien d'utile. On écoute la télé, on scroll sur notre cell et on fait rien d'intéressant qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, les 7 astuces que je résume, et c'est bien plus précis dans le livre, là, mais l'épisode va déjà être assez long, je pense. Les 7 astuces qu'elle propose, c'est cuisiner à partir de rien, de réparer avant de remplacer, mais c'est plus difficile maintenant avec les outils technologiques. Troisième astuce, se divertir dans le confort de son foyer ou avec des activités gratuites. Quatrième astuce, faire soi-même, donc apprendre à bricoler, réparer, cuisiner. 5, apprendre à faire du troc. 6, dépenser seulement l'argent qu'on a comme les générations précédentes, ne pas s'endetter au crédit. Et 7, apprendre à réutiliser ce qu'on a déjà. Pour la deuxième catégorie d'astuces, c'est la cuisine. Donc, elle dit qu'au Canada, il y a 63% des résidus alimentaires qui sont jetés ou compostés qui auraient pu être consommés. Elle dit qu'un ménage moyen va gaspiller 140 kg de nourriture chaque année, soit environ 1110 $ de gaspillage. Elle dit qu'elle-même, elle est passée de 120 $ à 50 $ et même pendant un certain bout à 20 $ d'épicerie, en réduisant la quantité de produits qu'elle achetait seulement ce qui était essentiel. Elle feuilletait les circulaires, elle utilisait tout ce qui traînait dans les armoires et dans le congélateur, elle a remplacé les protéines de viande par des protéines végétales et elle achetait ce qui était bien sûr en liquidation. Elle souligne toutefois l'importance de bien s'alimenter et je seconde ce point-là, même si je succombe souvent à des bols de chocolat ou de bonbons parce que mes filles cuisinent souvent des biscuits. Bref, je vous ramène à l'épisode 31 Atomic Habits où j'avais une habitude à changer qui était de consommer moins de sucre. Cette habitude est échouée depuis la publication de l'épisode 31, même si j'ai des bonnes intentions, comme plusieurs personnes en finance, on ne réussit pas toujours à faire ce qu'on veut. Bref, elle dit qu'elle payait 20 $, mais elle achetait de la nourriture très peu variée, rien de frais, et qu'elle en a ressenti, bien sûr, des effets sur sa santé. Et ce qu'elle dit, et ce que je soutiens, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre entre manger sainement et payer le moins cher possible. C'est 9 astuces pour manger frugal. 1. Ne rien gaspiller. 2. Cuisiner ce qu'on a dans les armoires. 3. Utiliser des techniques de conservation adaptées, donc ne pas utiliser le frigo pour rien. 4. Planifier ses repas. 5. Connaître les prix pour reconnaître les vrais rabais en épicerie. 6. Adopter la semaine sans épicerie pour vider son stock. 7. Mettre en place un système anti-gaspillage, donc avoir un bol ou une tablette prioritaire où on le sait que c'est les produits qui vont passer date bientôt pour les consommer. 8. Faire pousser ses aliments. Et 9. Manger principalement des repas faits maison. Elle a dit elle-même, là, mais je veux quand même apporter une certaine nuance. Je trouve ça intense à mon goût, moi, ce bout-là. C'est loin de ma personnalité à moi, puis c'est bien correct. On est tous différents. Je suis quand même frugal au quotidien, puis je pense surtout que je suis frugal dans les grosses dépenses, tu sais, comme la maison, la voiture, les voyages. Mais je suis pas frugal tant que ça dans les détails comme l'épicerie. Je comprends qu'il y en a d'autres qui sont dans des situations plus précaires, plus complexes au niveau salarial ou au niveau de l'endettement et que c'est important pour eux de le faire, de couper dans ces dépenses-là. Tu sais, par exemple, elle donne un exemple à la page 90 que pour conserver un oignon, on peut le mettre dans un bas de nylon avec un nœud, puis on fait un autre nœud ensuite avec un autre oignon, puis ça donne une guirlande d'oignons dans un bas de nylon qu'on accroche, puis qu'on peut conserver ça pendant plusieurs mois par rapport à 30 jours au frigo ou dans l'armoire. Mais ça, c'est le genre de frugalité intense que moi, je n'appliquerai jamais, là. Puis c'est bien correct. Si vous voulez l'appliquer, ça fonctionne, mais c'est pas mon genre, puis je voulais juste vous partager ma position par rapport à ça. Je reviens à elle. Elle dit que selon les stats, on passerait 20 minutes de moins par jour à cuisiner qu'en 1985. Donc, dans mon cas, vous pouvez faire moins 15, ça doit être 5 minutes par jour. Je suis pas fort dans la cuisine, là. Pourtant, on n'a jamais eu autant de gadgets de cuisine inutiles et c'est pour ça que nos cuisines n'ont jamais été aussi grandes. Elle dit que c'est pour ranger nos cochonneries. Je vous lis une de ces citations. « Acheter un gadget en réduction vous fera économiser 75%. Ne pas l'acheter vous fera économiser 100%. C'est ça la meilleure promotion. »
Elle continue avec 9 autres astuces, mais cette fois-ci pour la frugalité alimentaire. Donc, sa première astuce, c'est de manger un repas pour enfants au resto. J'ai mis en parenthèse que je serais un peu trop gêné personnellement. Deuxième astuce, c'est de faire un bouillon, un potage avec des retailles de légumes. Ça, honnêtement, je trouvais pas ça fou. Chaque fois que je coupe brocoli, céleri, carottes, il y a toujours des bouts qui sont pas utilisés que je mets au compost. Et ce que j'ai commencé à faire, je le mets dans un sac Ziploc au congélateur. Un coup qui est plein, ben je fais un potage avec et c'est super bon. Donc ce truc-là, surprenamment, je l'ai adopté. Troisième astuce, c'est faire ses breuvages pour les apporter au lieu d'en acheter, comme le café par exemple, ou de l'eau. Quand je vois des gens acheter des bouteilles d'eau, mon Dieu, traîne-toi une bouteille que tu vas avoir pendant des mois, là. Bref, quatrième point, de toujours s'apporter une collation pour éviter les cravings de casse-croûte, par exemple. Et là, si vous me permettez, je reviens au point 3 sur les bouteilles d'eau. Quand je vais à la gymnastique avec mes filles, j'amène toujours leurs bouteilles, ils remplissent puis ils font de la gym. Et je vois qu'il y a des parents, à chaque fois, à chaque mardi, à chaque dimanche, ils achètent toujours une bouteille d'eau à l'entrée de la gymnastique pour chacun de leurs enfants. Premièrement, je trouve ça irréel d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue financier, qu'est-ce qui fait en sorte que tu achètes 4 bouteilles d'eau par semaine à 2,50 $ au lieu d'acheter une bouteille réutilisable? Il y a l'abreuvoir où tu peux remplir la bouteille, là, ça coule, ça te dit comment de bouteille t'as sauvé justement quand tu rentres dans la gymnastique. Bref, excusez, on retourne au point 5, qui est l'astuce. L'astuce, réutiliser tous les contenants. Donc, si elle achète des plats neufs qui contiennent de la nourriture, ben, au lieu de les jeter ou de les récupérer, elle va les nettoyer pour les réutiliser. Astuce numéro 6, faire ses produits nettoyants. Elle donne sa recette dans le livre. Point 7, bannir les articles à usage unique comme les essuie-tout, les sacs de plastique. Astuce 8, opter pour des outils de cuisine qui sont simples. Et 9, acheter en rabais à l'épicerie. Pour le logement maintenant, elle rappelle que les experts recommandent de 25 à 35 % du revenu brut pour l'habitation. Imaginez le tiers de son temps au travail pour se loger. Moi, ça me semble pas si mal, là. C'est quand même bien un tiers de son temps pour avoir un toit au-dessus de la tête et être au chaud. Je pense que c'est pas si mal. Ce qu'elle propose, c'est de réduire les mensualités du logement ou de la maison. Donc, c'est pas une surprise, là. C'est une solution majeure pour alléger votre budget. Ça devrait pas, votre logement ou votre maison, vous empêcher de vivre. Ça devrait être un endroit où qui fait justement bon vivre et avoir une paix d'esprit, notamment financière. Les pièges à éviter selon elle, c'est d'avoir une maison de rêve, donc de ne pas aller au maximum de sa capacité d'emprunt. Il y a 2 types de maisons, celle de vos rêves et celle que vous pouvez vous permettre, selon l'auteur. Le deuxième piège bien connu, c'est le voisin gonflable, donc ça a été démontré dans des études scientifiques. Et elle dit, comme dans l'expression « l'herbe est plus verte chez le voisin », on ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'on a déjà. On veut toujours ce que les autres ont, quitte à s'endetter pour l'obtenir. Une fois qu'on en a fait l'acquisition, on est heureux un certain temps, jusqu'à ce qu'un voisin arrive avec une nouvelle acquisition qui nous fait envie. La roue tourne, notre portefeuille se vide et notre bonheur, lui, est toujours au même point. Et notre liberté s'envole un peu plus. Donc, c'est à la page 115, cette citation-là. J'adorais vraiment cette citation-là qui s'applique au-delà des voisins gonflables, selon moi. Dépensez pour vous, pour vos objectifs, votre liberté, votre bonheur. Fuck les autres, sauf vos enfants ou ceux que vous aimez quand même un peu, et la charité si vous êtes rendu à un point où vous pouvez en donner. Elle parle également de se loger à petit prix. En fait, comment se loger à petit prix? Sa première astuce, c'est de diminuer la superficie habitable. Elle dit qu'avoir une maison plus grosse, ça augmente tous les autres frais, donc électricité, assurance, taxes, la quantité de meubles pour occuper tout cet espace-là, le temps d'entretien, le ménage, les rénaux. Elle dit mieux vaut avoir une petite maison remplie d'amour qu'une grande maison vide. De toute façon, elle ajoute que la plupart d'entre nous, on va être à l'extérieur de la maison de 8 à 12 heures par jour. On va dormir 8 heures dans le temps qu'on va être dans la maison, donc il ne reste plus grand temps pour profiter de cette belle maison-là. Elle entend souvent des adultes dire qu'ils aimeraient passer plus de temps avec leurs enfants. Une petite maison pourrait vous le permettre en travaillant moins pour la payer. Choisir de vivre dans un espace plus petit, c'est probablement la base pour vivre frugalement, selon l'auteur. Elle suggère également une deuxième astuce, soit d'habiter en colocation, donc en logement, mais peut-être aussi être transposé si vous êtes proprio. Si vous avez une grande maison avec plusieurs chambres, est-ce que ça serait possible d'avoir un colocataire dans ces chambres-là? Est-ce que ça serait possible de partager l'espace avec un ami qui pourrait payer une partie des frais connexes de la maison?
à réfléchir. Une autre astuce, ça peut être de retourner au bercail. Donc, elle dit que c'est la meilleure option quand vous avez un coup dur, surtout si les parents, si vous avez des parents vieillissants que vous pouvez même aider dans la maison. Ça ne veut pas dire vivre sur leurs bras, bien sûr, comme l'auteur le mentionne. Vous devez justement les aider, peut-être même payer un peu plus qu'un petit loyer qui vous permettra de vous remettre sur pied et en même temps de donner un certain montant à vos parents. Je suis quand même ambivalent là, sur cette astuce-là de l'auteur. Je suis parti à 18 ans, moi, de chez mes parents, 17 en fait, pour partir en appart à Sherbrooke. Donc, je trouve que c'est important de se prendre en main avant 25 ans, là, mais dans le contexte actuel du prix des maisons et des loyers, si le jeune adulte est discipliné, ça peut être une bonne stratégie de rester un peu plus longtemps chez les parents. Le truc pour moi, c'est peut-être quand tu restes chez tes parents plus longtemps que tu retournes chez tes parents, de payer un loyer peut-être un peu moins gros que ce que tu ferais à la normale. Et tes parents peuvent te redonner tout ça ensuite en mise de fonds ou quand tu quittes le nid familial ou juste un certain pourcentage de ça. Ils peuvent dire, garde de moi 500$ par mois. S'ils savent que toi, tu coûtes 200-300$ de plus dans le mois à cause que tu es présent et en plus t'aides dans la maison, mais ils peuvent se dire, garde le 200 supplémentaire qu'on n'a pas besoin, on va l'accumuler, puis si tu repars dans 1 an et demi, on va te donner 200$ fois 18 mois, puis toi, ça va te faire un beau montant surprise que tu n'avais pas prévu, mais ça oblige la personne, l'enfant, je pense, qui revient à se prendre en main, parce que si tu le ramènes gratis, ça dépend de chaque enfant, bien sûr, là, vous les connaissez, mais si tu ramènes ton enfant gratos, ça se peut qu'il reste un petit bout chez toi et qu'il ne réussisse pas à changer ses habitudes de vie qui lui l'ont empêché, en fait, de s'en sortir tout seul. Bon, elle dit que vous pouvez changer de ville, se lancer dans l'immobilier locatif, notamment avec un jumelé où vous habitez un côté puis vous louez l'autre. Donc, le loyer de l'autre côté va permettre de payer une grande partie de l'hypothèque de votre jumelé. Elle a dit de s'inspirer des mini-maisons aussi, surtout pour les personnes qui sont seules, en couple. Ça peut être difficile, les mini-maisons là, avec des enfants. Elle a dit que vous pouvez partir également à l'aventure dans un van, de louer une maison l'été et de vivre dans un van le reste de l'année. Il y en a qui vont faire ça toute l'année aussi. Bref, vous pouvez troquer votre toit, donc habiter chez quelqu'un en faisant des services. Donc, exemple, je vais faire toute la bouffe, plus le ménage, plus les rénaux, mais j'habite chez toi. Vous pouvez également être fait pour voyager à moindre coût. Donc, vous échangez votre maison contre une autre maison quand vous voyagez. Donc, vous allez au Portugal, vous prenez une maison au Portugal, la maison du Portugal vient chez vous. Puis il y a même des sites là, où tu peux accumuler des points. Donc, tu loues ta maison, mettons que tu t'en vas 2 semaines cet été à Cape Cod, tu vas louer ta maison 2 semaines à, mettons, un Français qui vient au Québec et tu accumules des points de prêt sur le site. Et après ça, tu peux aller au Portugal pour gaspiller ces points-là dans une autre maison au Portugal sans nécessairement que ça fitte avec la personne là-bas qui veut venir chez vous en même temps. Là. Bref, il y a des sites qui existent pour ça. Elle a dit de faire du woofing, donc c'est de travailler sur une ferme à l'étranger en échange d'un toit et de la bouffe pour 30 heures semaine. Donc, elle a dit qu'il y a 654 fermes qui proposent ça au Canada notamment. Vous pouvez habiter en coop ou avec des enfants, vous pouvez avoir une maison bigénérationnelle. Donc, c'était pas mal les petits trucs qu'elle donnait pour le logement. Elle donne cependant 9 autres astuces pour se loger de façon frugale. Elle dit de fermer les lumières et de réduire les charges fantômes, comme exemple laisser l'ordinateur allumé la nuit, de choisir un loyer plus abordable, d'acheter des meubles de seconde main, de ne pas prendre systématiquement la TV câblée, l'Internet et le téléphone si vous ne les utilisez pas totalement, d'attendre avant de remplacer quelque chose, de laver à l'eau froide, de limiter l'utilisation du climatisateur, donc d'ouvrir les fenêtres, de magasiner ses assurances et ses autres services et de réparer soi-même les choses dans la maison. On est rendu à la 4e catégorie qui est les loisirs, donc elle dit que c'est un gros morceau du budget. Donc on a plus de temps que les gens d'une époque avant nous, mais eux devaient plus travailler pour faire vivre la famille. Nous, on a récupéré beaucoup de temps grâce aux technologies et ce temps-là nous appartient désormais. Donc, on occupe ce temps-là avec des loisirs et souvent, ces loisirs-là nous coûtent de l'argent. L'auteur dit qu'elle-même, avant, elle faisait des activités payantes. En fait, plus qu'elle faisait des activités qui coûtaient cher, plus qu'elle ressentait une certaine validation. Comme quoi, le moment passé valait vraiment la peine d'être vécu. Donc, des billets de spectacle, aller au resto, lire des magazines grâce à un abonnement et ne pas aller les chercher gratuitement à la bibliothèque. Et un jour, elle a compris que le plaisir venait pas nécessairement avec la dépense, mais en vivant l'expérience. Elle dit que c'est possible de dépenser moins et d'être quand même satisfait dans ses loisirs. Ce qu'elle propose, c'est de dresser sur une liste tous vos loisirs et combien chacun de ces loisirs-là vous coûte.
Dans ça, vous devez inclure tous les frais connexes. Par exemple, si un nouveau loisir, c'est de faire un road trip par année, bien, vous devez rentrer dans ce road trip-là l'essence, les restos, etc. Si vous vous rendez compte que vous dépensez beaucoup sur certains loisirs qui ne vous rendent pas nécessairement heureux, bien, vous pourrez couper pour investir cet argent-là ou bien pour la mettre ailleurs sur des loisirs qui vous rendent vraiment heureux. Personnellement, j'ai pas fait ce travail-là, mais je trouve que ça peut être une façon intéressante d'augmenter son épargne. Elle parle ensuite des modes dans le sport. Donc, elle dit qu'il y a une pression sociale qui est exercée pour faire partie de la communauté des vrais. Donc, tu dois avoir un modèle de vélo X, un style de casse précis, un vêtement performant pour montrer que tu fais du vélo. Sinon, aussi bien te cacher pour aller faire ton sport parce que tu ne seras pas accepté par les autres. Alors, remarquez ça dans plusieurs sports comme même la course à pied, la randonnée, le paddleboard, le yoga, le vélo de montagne. C'est tous des sports qui, une fois qu'ils étaient à la mode, sont souvent devenus exigeait une certaine image pour être vraiment à la mode dans le sport. Et elle disait que ces modes-là souvent étaient remplacés l'année suivante par un autre. Donc, si vous aimez suivre ces modes-là, vous pouvez, elle dit, au moins acheter usagé. Sinon, l'auteur dit qu'il faut profiter des activités déjà payées avec vos taxes, donc les musées, les bibliothèques, les parcs, les installations sportives comme le tennis, badminton, soccer, piscine. Et elle offre ensuite une liste exhaustive d'activités gratuites pour les sports, pour les activités culturelles, les technologies, la nature, le bricolage, les activités sociales. Donc, aux pages 146 à 150, vous avez une panoplie d'activités proposées qui sont gratuites. Je vous laisse fouiller ça si ça vous intéresse. C'est un peu long et énumérer tout ça sur le podcast. Elle propose aussi dans les loisirs de voyager léger avec un backpack notamment, avec une flexibilité dans vos dates de voyage pour profiter des aubaines et de s'assurer de loger pendant vos voyages à petit prix, notamment dans des auberges de jeunesse, dans des locations long terme ou du couch surfing ou faire du troc de maison comme je parlais tantôt. Elle dit que c'est important de cuisiner en voyage aussi puis d'aller dans des pays où notre devise canadienne va être puissante comme c'est le cas dans certains pays d'Asie. Elle dit que elle, son budget loisir est fixe pour ne pas devenir trop avare. Donc, elle dit que c'est important pour elle, pour son bien-être, de faire des loisirs, mais si elle n'avait pas un budget fixe, peut-être qu'elle ne dépenserait pas dans ses loisirs et elle serait un peu plus malheureuse. Donc, elle dit qu'elle peut autant acheter un équipement usagé à 50 $ ou payer 500 $ pour un équipement neuf selon ses besoins et ses désirs. Elle dit qu'il faut être prudent dans notre quête de frugalité pour ne pas non plus rien dépenser dans ce qui nous rend heureux, justement. C'est dangereux d'éliminer tous les loisirs parce que c'est pas essentiel. J'ai fait des guillemets avec mes doigts, là, alors qu'ils le sont quand même un peu. Les loisirs nous rendent heureux. Elle dit cependant de repenser ses priorités pour ce poste de dépense-là, notamment avec la liste proposée plus tôt pour voir ce que vous voulez prioriser dans ce qui est payant et rentabiliser, en fait, remplacer le reste par des activités gratuites. Donc, continuez de payer pour ce qui vous rend heureux et le reste, votre temps libre, ben, faites-le avec des activités gratuites si votre budget est déjà brûlé dans vos activités payantes qui vous rendent heureux. 6 astuces pour terminer pour des loisirs qu'elle appelle frugaux. Faire du troc, donc ça revient encore, donc avec l'équipement par exemple sportif ou autre. Favoriser la location plutôt que l'achat. Acheter du matériel de seconde main, donc acheter usagé. Adapter les activités que vous faites, donc exemple le camping est moins cher que le golf. 5. Jouer au tourisme près de chez soi. Et 6. Se méfier des modes. Lui qui m'intéresse particulièrement, c'est le numéro 5, donc jouer au tourisme près de chez soi. C'est fou comment des fois, puis j'en ai parlé avec ma conjointe, on n'a pas le même avis là-dessus, mais on aime beaucoup, je dis on là pour que ce soit de commun accord, mais on aime beaucoup aller en vacances à l'extérieur du Québec des fois, tu sais. Puis ce que je dis, même à l'extérieur de l'Estrie, puis ce que je dis, c'est qu'il y a tellement des beaux coins en Estrie que j'ai jamais vus. J'étais allé faire du jogging l'autre fois dans les cantons de North Atlee, proche de Sherbrooke, et c'était magnifique, et j'étais jamais allé là parce que je viens pas de Sherbrooke, moi. Donc je pense qu'il y a même des coins en Estrie que je pourrais découvrir à 1 heure de route avec la famille, qu'on passerait des belles journées, mais qu'on a le réflexe des fois d'aller loin en vacances, on dirait pour peut-être sortir un peu du quotidien, puis ça, je peux le comprendre, là. Mais je pense que ça peut être une astuce intéressante d'essayer de découvrir des endroits plus proches de chez nous que des gens de l'extérieur viennent visiter puis que nous, on n'a même pas encore visité de notre côté. 5e catégorie pour lesquelles elle donne des trucs de frugalité, c'est l'apparence. Donc, elle dit qu'en 2019, au Canada, un ménage moyen dépensait 3 344 $ par année pour s'habiller
et 1384 $ en soins personnels. Je disais, si, boire, c'est loin de moi ça, je dépense pas ça du tout, ça doit être environ... tu sais, eux, là, mettons, la moyenne canadienne, c'est 400$ par mois pour s'habiller, puis, mettons, se maquiller et tout ça. Est-ce que vous connaissez vos chiffres? L'auteur, elle, a dit qu'elle a été frappée quand elle a vu ses chiffres à elle. Elle dit entendre que s'habiller, c'est essentiel, oui, mais qu'il faut distinguer entre désir et besoin dans ses achats par rapport à tout ce qui est apparence. C'est pas question de se priver qu'elle dit, mais de dépenser intelligemment. Donc, au lieu d'acheter plein de morceaux qui sont portés une ou deux fois ou jamais, pourquoi pas acheter quelques morceaux de qualité qu'on sait qu'on va porter et qu'on va porter souvent. Son truc, c'est faire un inventaire de votre garde-robe et donner tout ce que vous n'avez pas porté dans la dernière année et que vous pensez ne pas porter dans les prochaines années non plus. Ensuite, vous n'avez rien le droit d'acheter pendant 3, 6 ou 12 mois selon le défi que vous vous lancez. Maintenant, quand elle la jette, elle a 4 mots en tête. Durabilité, qualité, intemporalité, donc différents morceaux qui s'agencent ensemble, et confort. Elle parle aussi du cost per wear, donc du CPW, donc du coût parfois porté, on pourrait dire. Donc un chandail fashion à 29 $ porté 10 fois, son CPW, son cost per wear, est à 2,90, donc 29 $ divisé par 10 fois. Son haut, qu'elle a acheté de meilleure qualité à 52 $, qu'elle a porté 52 fois, ben ça revient à 1 $ pour le cost per wear. Donc à long terme, dans les vêtements, la qualité peut être plus profitable si vous faites les bons choix, et cette logique peut s'appliquer aux bijoux et aux autres produits pour l'apparence. Elle parle de cheveux aussi et de produits pour la peau. Je suis moins touché par ça, désolé. Puis elle termine en parlant du corps. Elle dit qu'au-delà des produits à acheter, il faut prendre soin de son corps. Elle dit que c'est 30 minutes minimum d'activité physique par jour, 3-5 fois semaine, parce qu'elle passait 9 heures par jour à travailler avant pour ensuite finir sa soirée devant la télé. Elle dit qu'elle a eu des effets bénéfiques immédiatement sur ses douleurs au dos, puis ensuite sur ses autres habitudes de vie comme le sommeil et l'alimentation. Et elle dit que ça, elle n'a rien dépensé parce qu'elle fait juste des poids libres avec du tapis et des vidéos YouTube à la maison. Moi, c'est sûr que ça, avec mon expertise de chercheur universitaire sur l'activité physique, ça me parle. Je l'applique aussi avec 6 heures, en fait 6 fois 1 heure minimum par semaine de muscu, tennis, hockey, squash, jogging. Il n'y a rien de mieux pour moi pour prendre soin de son apparence au-delà des vêtements ou des produits de beauté. Elle finit avec 10 astuces frugales pour l'apparence, soit adopter une routine de soins minimaliste, finir les produits avant d'en acheter des nouveaux, apprécier ses cheveux naturels, faire sa propre épilation, elle donne une recette, acheter des vêtements sobres qui vont avoir une longue durée de vie, donc un cost per wear élevé, prendre soin de ses accessoires, vêtements et chaussures comme nettoyer ses bottes par exemple, couper les cheveux des membres de sa famille, donc ça me fait rire parce que ma fille a décidé d'adopter la mode toupette. Là. Il y a une gang de toupettes, je pense, dans sa gang de filles à l'école. J'haïs ça pour mourir, mais bon, c'est pas si pire sur mon enfant, bien sûr. Donc la première coupe toupette, on l'a faite chez la coiffeuse, mais après ça, on l'entretient nous-mêmes parce que à 25$ la shot aux 2 semaines pour faire un toupette, ça monte vite quand t'es cheap comme moi. Bref, 8e astuce, prendre soin de son apparence naturellement. Donc elle dit avec l'activité physique, boire de l'eau, bien dormir, bien s'alimenter, profiter du plein air. C'est toutes des choses gratuites qui vont avoir un impact sur votre apparence naturelle. 9. Choisir les petits formats de cosmétiques pour ne pas gaspiller. Et 10. Opter pour un shampoing sec en poudre plutôt qu'en aérosol. Et ici, je dois avouer que je ne comprenais rien, mais je vous transmets quand même son astuce. Dernière catégorie d'astuces proposée par l'auteur, c'est la famille. Donc, elle entend souvent que son mode de vie s'applique pas aux familles. Elle est d'accord qu'avoir des enfants, ça coûte de l'argent. Il y a certaines sources qui disent que c'est à peu près 10 000 $ après la naissance de l'enfant et ça augmente ensuite avec les frais de garde, des vêtements et la bouffe. Je suis vraiment pas d'accord avec ce 10 000 $-là. Mes enfants m'ont jamais coûté 10 000 $ par année depuis qu'elles sont nées. En plus, j'en avais une qui avait un lait qui coûtait une fortune, donc je suis pas d'accord qu'un enfant coûte 10 000 $ par année. Peut-être plus vieux, je le sais pas, mais bébé et jeune enfant, jamais ça se rapproche pas du tout de ce montant-là. Par contre, elle ajoute qu'il y a certains parents qui associent les montants accordés à leurs enfants à une preuve d'amour. Pourtant, elle dit que tout ce qu'un enfant a besoin, c'est d'amour, de sécurité et de présence. Ça, je trouve ça drôle. C'est vrai, là, mais je trouve ça drôle quand des personnes qui n'ont pas d'enfants disent qu'un enfant a besoin. Parce qu'une fois qu'un enfant a tout ça, que tu lui donnes ton amour, ta sécurité et ta présence, ils vont quand même faire une crise pour le dernier iPhone, mais ça fait partie du rôle de parent, bien sûr, d'éduquer et de mettre ses limites. Une première piste qu'elle donne pour réduire les dépenses de la famille, c'est de réduire le rythme.
on a tous tendance à nous-mêmes charger l'horaire des enfants comme des petits présidents avec des cours de langue, de sport, de musique, de compétition. Et à travers ça, vite, il faut faire les commissions. Pourquoi pas leur donner du répit pour qu'ils s'ennuient? Ça coûte moins cher et c'est tout aussi formateur pour l'enfant. Donc, ralentir le rythme va permettre de réduire les dépenses, mais aussi réduire le stress. Je suis quand même ambivalent sur ce point-là, surtout au regard du sport. Je trouve tellement que c'est un ancrage solide pour l'enfance et l'adolescence qui va suivre ensuite pendant ta vie d'adulte, mais je suis bien sûr biaisé par mon parcours personnel et ma job. J'en discute souvent avec ma blonde, par contre, des fois on a un samedi complet libre, puis on se sent mal de rien faire dans la journée. Il faut absolument faire une activité, on dirait. Puis moi, je me dis dans ma tête, j'ai pas installé une estie de piscine pour jamais se baigner dedans l'été, puis toujours combler nos journées par d'autres choses. Non, mais plus sérieusement, je suis d'accord avec le principe de ralentir le rythme, surtout avec nos enfants, de chiller un peu, puis de profiter de choses gratuites qu'on a à la maison avec eux. Sa vision des vêtements seconde main, pourquoi payer le fort prix quand de toute façon ça va finir sale ou brisé probablement la première fois que l'enfant va le porter? C'est moins stressant de se laisser pitcher dans la boîte quand le vêtement a coûté 5$ et pas 65$. Quoique moi je m'en fous, je les empêche jamais de se pitcher dans la boîte. Peu importe ce qu'ils ont comme vêtements, ça sera nous, les parents, notre job de leur acheter des vêtements qui coûtent moins cher si ça nous dérange. Elle propose ensuite l'idée de 3 cadeaux de fête, de 3 cadeaux lors des fêtes ou à Noël en prenant l'exemple de Dudley Dursley dans Harry Potter qui fait une crise parce qu'il y a eu moins de cadeaux que l'année dernière, même s'il y en a eu presque 50. Donc les 3 cadeaux, ça serait 1, quelque chose que l'enfant veut vraiment, donc souvent une cochonnerie. 2, quelque chose dont il a vraiment besoin de son point de vue ou du point de vue de l'adulte. Et 3, un livre. Donc, elle dit aussi qu'offrir une activité, ça peut être génial. C'est du temps de qualité. Honnêtement, les activités avec mes filles, je vous dirais qu'on les fait toujours si on juge qu'elles sont pertinentes. Donc, c'est le genre de cadeau que moi, j'offre davantage à des neveux ou des nièces. Ben, surtout à mon filleul, en fait. Là, je donne pas des cadeaux à tous mes neveux et mes nièces, là, des activités, surtout mon filleul ou des neveux ou des nièces que vous avez un lien peut-être plus particulier avec eux ou elles. Bon, j'ajoute plusieurs bouts de tranches de vie personnelle dans l'épisode d'aujourd'hui, là, mais moi et ma blonde, on est vraiment meilleurs depuis 2-3 ans avec ça. Donc, depuis que j'ai commencé à lire un peu sur les finances, les cadeaux et tout ça, on est vraiment meilleurs depuis inonder nos enfants de cadeaux lors de leur fête et que tous les parents autour de la fête, les grands-parents sont brûlés parce qu'il n'y a pas un enfant qui est reconnaissant du déballage à la chaîne de cadeaux. Puis on se bat pour avoir un merci à grand-maman parce que le jouet traîne déjà sur le divan après 10 secondes, puis l'autre boîte est déjà dans les mains de l'enfant. Bon, j'exagère un peu, là, mais mes filles sont pas si pires, mais même au-delà de nos enfants, c'est la même chose à Noël. C'est rendu beaucoup plus simple, en fait, depuis que même dans les fêtes et Noël, on a simplifié tout ça avec moins de cadeaux et un peu plus de reconnaissance. Et beaucoup de travail parental derrière ça, bien sûr. Donc, à Noël, dans les 2 familles, c'est rendu un échange, tout le monde, un cadeau chaque, bien sûr, les adultes et les enfants plus vieux. Là, les petits sont encore gâtés un peu trop quand même. Donc, il n'y a pas de cadeau à acheter à la sœur, au beau-frère, à la belle-sœur, au grand-père. Il y a juste un cadeau que tout le monde s'achète entre eux. Puis bien sûr, après, les enfants, c'est selon chacun. Elle nomme 4 astuces pour être frugal en famille. Acheter de seconde main, ralentir en famille, comme on l'a dit. Se poser les bonnes questions avant d'acheter. Est-ce que c'est un besoin ou un désir de parents et même pas d'enfants? Et enfin, opter pour des produits lavables comme des couches, des serviettes ou des bouteilles. En conclusion, adopter des habitudes frugales, c'est selon l'auteur la manière d'atteindre la liberté financière parce que c'est plus facile de diminuer les dépenses qu'augmenter les revenus. La frugalité va permettre de se concentrer sur les vraies valeurs humaines selon l'auteur plutôt que sur des trucs superficiels. On devient plus ancré dans le présent et plus satisfait de sa vie en général. Vous verrez aussi votre taux d'épargne grimper en flèche. C'est le secret pour devenir libre, vivre en dessous de ses moyens. Est-ce que je recommande la lecture du livre? Pour eux qui souhaitent augmenter leur taux d'épargne, oui, mais sinon je trouve que c'est très poussé et qu'il y a d'autres livres qui permettent d'avoir des trucs plus généraux en plus d'aborder d'autres sujets. Et là, je vous référais par exemple à l'épisode 6 avec le livre 99 trucs pour s'enrichir. Je me rapproche également du discours de Ramit Sethi dans l'épisode 56, soit de confronter nos grosses dépenses avant de commencer à gratter des scènes comme mettre des oignons dans un bas de nylon. Je dirais qu'inconsciemment, c'est pas mal ça que je fais dans la vie. J'évite les dépenses inutiles sur le linge, la maison, etc. Ça me permet ensuite de ne pas gratter les scènes à l'épicerie ou dans mes loisirs, tout en ayant un bon taux d'épargne. Je comprends toutefois qu'il y a certaines personnes qui sont dans une situation financière différente de la mienne
et dans ce cas-là, le livre peut s'avérer intéressant pour leur permettre d'épargner, mais ce ne serait pas ma recommandation numéro 1, la lecture de ce livre-là. Qu'est-ce que je retiens en gros? Analysez votre situation actuelle, ignorez l'opinion des autres et mettez en place des astuces de frugalité qui sont suggérées dans le livre si vous désirez augmenter votre taux d'épargne sans devenir avare, bien sûr. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Carl Richards, écrit en 2015, qui s'intitule The One Page Financial Plan, donc le plan financier en une page. Ce jeudi, je vous présente les résultats de 20 autres compagnies qui n'ont pas passé la première étape dans mon outil d'analyse en septembre 2023, notamment avec notre prolifique compagnie québécoise Couche-Tard. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.